nous terminons la matinée en accueillant de manière un peu paradoxale notre hôte de la journée, Rachel Wyss, donc documentaliste au Conservatoire, qui va nous entretenir des différents projets de Louis Dutoit pour l'édification de l'Académie des Beaux-Arts d'Amiens, qui donc accueille notre manifestation du jour. Et je lui laisse la parole maintenant. Merci. Alors oui, une petite précision, parce que Académie des Beaux-Arts, vous allez dire, aujourd'hui, là vous êtes au Conservatoire à rayonnement régional d'Amiens Métropole. Il faut savoir qu'on a eu une dizaine d'appellations différentes contre la création de notre école il y a 140 ans, et forcément le nom qu'elle a aujourd'hui. En ce qui concerne Académie des Beaux-Arts, en fait, c'est un projet qui est né en 1901 et qui est le regroupement des écoles d'art, c'est-à-dire l'école régionale des Beaux-Arts et l'école nationale de musique, qui à l'époque ne sont pas dans des lieux différents, en un seul et même endroit, à savoir l'ancienne Halle au Blé, qui se trouvait là où vous avez les nouvelles galeries aujourd'hui, donc rue des Trois Cailloux, avec une entrée pour l'école des Beaux-Arts qui se faisait rue des Jacobins, une entrée pour l'école de musique qui se faisait rue des Cornus en tête, et une entrée pour une salle des fêtes qui a été construite après et qui a été inaugurée en 1912 et qui a été complètement détruite. Comme on l'a déjà évoqué, c'est un quartier qui a énormément souffert par les bombardements du printemps 1918. Alors, les deux écoles étant complètement détruites en 1919, elles repartent chacune de leur côté. L'école de musique, en fait, retourne là où elle était auparavant, c'est-à-dire dans les locaux de la Malmaison, derrière l'hôtel de ville actuel, le bâtiment, l'ancien bailliage qui reste aujourd'hui en partie, qui était bien sûr beaucoup plus grand, accueillait l'école de musique depuis 1891. Et l'école régionale des Beaux-Arts, elle, va être logée rue des Gantiers. En fait, la ville va louer un local donc pendant une dizaine d'années, puisque l'installation ici ne se fera qu'en 1931. Alors, dès 1919, il y a des projets, il y a notamment un rapport de l'ingénieur de la ville, je ne vous ai pas mis le plan, mais qui souhaite en fait réinstaller cette Académie des Beaux-Arts pas très loin de là où elle était. On a parlé tout à l'heure de la rue Ernest Covin qui a été créée. Voilà, tout cet îlot-là étant complètement détruit, en fait, le premier projet, c'est d'installer l'Académie des Beaux-Arts, qu'ils appelaient d'ailleurs Palais des Beaux-Arts à l'époque, en face du théâtre. Ravancé, hein, comme vous le savez, le long de la rue des Trois Cailloux. Mais cet homme intervient, on en a déjà aussi beaucoup parlé, hein, donc Louis Dutoit, dont vous avez le portrait ici, que vous connaissez tous pour l'édification de l'hôtel Boucteau-Vanier, et à qui la municipalité a choisi de confier le plan d'aménagement et d'extension de la ville dès juin 1919. Alors, il va faire plusieurs projets, hein, parce que, on l'a déjà évoqué aussi beaucoup depuis hier, la question des dommages de guerre qui ne sont pas forcément donc, aussi importants que souhaités. Et donc du coup, en fait, le pauvre Louis Dutoit, là, sur le projet de l'Académie des Beaux-Arts, il va vraiment être malmené, parce qu'au total, il va faire 5 projets différents avant que voilà, ça aboutisse à l'école que nous avons aujourd'hui. Alors, il va choisir cet emplacement aussi, parce que dans le plan d'embellissement de la ville et d'extension de la ville, vous savez, en fait, la loi Cornudet, donc de 1919, a surtout dégagé en fait une zone de ce qu'on appelle les travaux de première zone, et qui concerne essentiellement quatre quartiers. Celui donc complètement détruit qu'on a évoqué tout à l'heure en centre-ville, avec les histoires de grandes places ou de rues qui auraient dû être construites et qui ne le sont pas. Et puis surtout aussi ce quartier qu'on appelle de la rue de Beauvais, puisque aujourd'hui là vous êtes rentré rue Frédéric Petit, et sur le côté, vous savez, c'est la rue du Maréchal de Latte de Tassigny, mais qui en fait était le prolongement de la rue de Beauvais jusqu'au boulevard dans ces années-là. Donc ce quartier fait partie des 4 complètement détruits et des 4 prioritaires à réaménager.
dès 1919, on parle d'édifier ici une caserne des pompiers. Alors ça, c'est quelque chose qui va rester parce que dans les premiers plans, vous allez voir que la caserne des pompiers est assez présente. Et on le lit d'ailleurs dans un rapport sur les modifications proposées au plan déjà adopté par Louis Dutoit en 1920. L'édification d'une caserne de pompiers et d'un marché couvert sont à prévoir sur les terrains dévastés des rues de Beauvais et Frédéric Petit. Voilà, donc il y a cette idée. Et quant à notre école, pour l'instant, elle n'est pas encore prévue à cet emplacement. En fait, on a une toute première mention dans le Progrès de la Somme de 1922 qui nous parle, donc, dans le quadrilatère compris entre les rues de Beauvais, Frédéric Petit et Després, qui n'a pas encore reçu d'affectation bien définie, il est question d'y édifier un bâtiment communal, soit une salle des fêtes, soit une école de musique, soit une caserne des pompiers. En tout cas, une bande d'une quinzaine de mètres est d'ores et déjà réservée pour l'installation de maisons de commerce en bordure de la rue de Beauvais. Alors ça, c'est aussi le nerf du problème, c'est le commerce. Parce qu'en fait, les premiers projets proposés par Louis Dutoit, qui lui voit une grande page blanche pour pouvoir construire son école, eh ben, elle prend tout le quartier. Donc là, c'est le tout premier projet de Louis Dutoit pour notre Académie des Beaux-Arts, août 1923. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que alors, le bâtiment en rose en bas, c'est à l'angle de la rue de Beauvais et de la rue Frédéric Petit, donc par là. Là où il y a la petite crèche aujourd'hui, hein, voilà, qui est aussi d'ailleurs style art déco. La rue Frédéric Petit avec une entrée donc, pour une salle des fêtes. L'école de musique qui aurait dû se trouver sur cet angle de la rue Frédéric Petit et de la rue Després. Et surtout, c'est le petit détail que j'ai mis sur le côté, mais bon, je sais que c'est pas lisible, mais la caserne des pompiers qui s'étale tout au long de la rue Després, avec alors moult détails sur cette caserne des pompiers, remise aux balayeuses de la ville, qui comprend au rez-de-chaussée le poste des hommes de garde, le téléphone, l'escalier avec le mât, le bureau du secrétariat, la comptabilité, le grand hall pour les pompes, échelles, autos, l'atelier de réparation, la salle de gymnastique, les bains-douches, le hangar, le séchoir à tuyaux, au premier étage des salles de repos et au deuxième étage les logements pour l'adjudant et le sous-officier. Vous voyez que le projet de caserne est quand même déjà bien ficelé. Mais en 1924, la municipalité décide de retirer cette caserne des pompiers afin de donner plus d'ampleur aux deux écoles et à la salle des fêtes. Alors Louis Dutoit s'en inquiète, on a toute la correspondance aux archives municipales que j'ai consultées, toute la correspondance entre Dutoit et la mairie d'Amiens. Donc Paris, 20 janvier 1924, « Cher monsieur, je n'entends plus du tout parler du projet pour l'école des beaux-arts, etc., dont je vous ai envoyé des plans, que vous m'aviez demandé. Ne devait-il pas y avoir une réunion du conseil municipal à ce sujet? Que se passe-t-il donc? Toujours à votre disposition. » Et on lui répond, « Monsieur, votre projet tient toujours, avec cependant une modification probable qui consiste dans la suppression de la caserne des pompiers. Nous ne pouvons présenter ce projet au conseil municipal avant que les formalités d'expropriation ne soient terminées et elles sont commencées. » Signé adjoint au maire Gaston Bétouard. Alors ça, c'est l'autre problème. C'est que, en fait, sur cet îlot, là, compris entre les trois rues, il y avait plus d'une vingtaine de propriétés différentes. Et ça va être très très difficile, il y a même beaucoup de procès, on trouve ça aussi aux archives, entre les propriétaires et la ville, parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'on leur propose pour acheter leur terrain. Et jusqu'en 1930, voire même en 1933, il y a un plan qui est conservé aux archives municipales, qui montre en fait que la ville a été obligée de justifier en fait de tous les terrains qui étaient occupés. Et voilà, donc les deux gros problèmes, c'est ça, c'est les expropriations de terrain, et puis surtout l'histoire des commerces, hein, on va y revenir.
Alors du coup, du toit, hop, descriptif du deuxième projet, sans la caserne, mars 1924. Alors ce qui est rigolo, c'est que sur le document descriptif, le projet descriptif, bon, ils ne sont pas foulés, vous avez toujours le projet pour la salle des fêtes, l'école des beaux-arts et l'école de musique, et puis à la machine à écrire, croc, 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 voilà, on est venu avec des X enlevés, la caserne des pompiers, tout simplement, et la dernière page, elle a disparu. Voilà. Et donc ça nous donne ça, voilà. Eh bien, on est toujours en façade rue Frédéric Petit. L'école des Beaux-Arts est toujours prévue à l'angle là où il y a la crèche aujourd'hui, l'école de musique de l'autre côté, avec donc une grande salle des fêtes en retrait de rue, pouvant contenir un minimum de 1076 personnes, très précis, au rez-de-chaussée, et puis une petite salle de conférence à l'étage. L'école des Beaux-Arts au rez-de-chaussée contient un vestibule, logement et bureau du concierge, une salle d'exposition, une salle d'attente, le bureau du directeur, secrétariat, une cour avec portique, vous voyez ici au milieu, et fontaine, une bibliothèque, un amphithéâtre pour les cours d'histoire de l'art et autres salles de cours au premier étage, l'appartement du directeur ainsi que 4 salles de classe et au deuxième étage, les classes d'architecture, de peinture et de peinture décorative. L'école de musique, exactement la même disposition, si ce n'est que nous avons donc 3 salles au rez-de-chaussée et 3 salles au premier étage en bordure de la rue des Prés, pardon, et les 3 salles du fond qui sont amovibles et qui peuvent permettre de faire une classe d'ensemble pour les orchestres. Alors, donc, proposition, et en même temps, du tout, il en fait dans la foulée, il en fait un deuxième. Voilà, juin 24, 3e proposition, donc, cette fois-ci, regardez ce qui s'est passé, l'entrée se fait rue de Beauvais. Alors ce plan-là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, je pense qu'on ne l'a jamais vu, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. En fait, on était tous persuadés que le premier projet accepté par la municipalité en 1925 était celui que je viens de vous montrer avant. Et en fait, c'est celui-là dont il s'agit. Alors pareil, un grand bâtiment, une entrée monumentale rue de Beauvais. Alors l'école des Beaux-Arts qui donc a légèrement pivoté avec l'amphithéâtre d'histoire de l'art qui est là. Et puis l'école de musique de l'autre côté, chacune avec sa cour, toujours avec portique et fontaine. Et puis le fumoir, une grande scène et une petite cour dans le fond. Et du coup, une rue a créé. Voilà, il y aurait eu une rue de ce côté-ci, en fait, avant le boulevard. Alors ça, ce projet-là, il est donc accepté, mais il coûte 6 500 000 francs à l'époque. Donc, il est voté au conseil municipal de mars, 20 mars 1925, mais en mai 1925, changement de municipalité, le nouveau conseil municipal est élu le 17 mai 1925 et patatras, on dit à notre Dutoit que son projet il est quand même beaucoup trop cher. Donc ça fait l'objet d'énormément de débats, bien évidemment, en conseil municipal, surtout entre l'ancienne et la nouvelle municipalité. Voilà, par exemple, novembre 1925. Question au maire, quelles sont vos intentions au sujet de l'école de musique? Avez-vous donc l'intention de la laisser à la malmaison encore longtemps? Réponse du maire, qui à l'époque est donc le nouveau maire, c'est Lucien Lecointre, on l'a vu tout à l'heure. Nos intentions sont subordonnées à l'abandon par l'administration municipale du projet qui consistait à prendre tous les terrains, rue de Beauvais, rue Frédéric Petit et des Prés, pour y installer l'école de musique, l'école des Beaux-Arts et au milieu la salle des fêtes. Je suppose donc que vous avez renoncé d'avance à ce projet qui coûterait 6,5 millions. J'ai l'intention de faire établir le plan concernant l'école de musique qui serait édifiée derrière les maisons de la rue de Beauvais réaffectées au commerce. On y revient. Et voilà, on pourrait confier à un homme, bon, voilà, il reparle de Dutoit bien évidemment, à qui on ne veut pas retirer le projet. Et en décembre, donc un mois plus tard, décembre 1925, on peut lire que les expropriations procédées en 1924 en exécution du plan d'extension et d'embellissement dit de première zone
sont appliquées à un lot de tant de maisons. On parle de la rue de Beauvais, mais aussi côté du lycée de Garçons, puisqu'en fait les deux projets sont quand même liés. Quant à ce lot, donc là on parle d'ici, un projet d'affectation à usage du Palais des Beaux-Arts avait été demandé à un architecte privé, mais ici encore la dépense s'élevait à un tel chiffre de millions que nous n'avons pas reconnu possible dans l'état actuel de nos finances. Il est impossible d'y donner suite. Voilà, d'ailleurs, une autre considération d'intérêt général eût sans doute inspiré nos résolutions, c'est qu'il n'est pas raisonnable d'admettre que dans la rue de Beauvais, reconnue comme la plus fréquentée de la ville après la rue des Trois Cailloux, on puisse soustraire l'animation commerciale, une partie aussi importante de cette rue, en édifiant à cet emplacement des façades d'école. Bon. Donc voilà, l'idée c'est de remettre donc voilà. Et nous conservons donc, pour affecter la construction des écoles régionales des beaux-arts et du conservatoire de musique et de déclamation, les terrains expropriés en bordure de la rue Frédéric Petit et de la rue des Prés. Voilà. Donc les choses se précisent un petit peu de ce côté-là. Par ailleurs, il y a multitude de documents. Là, en juillet 25, on a le plan de Narcisse Vivien, qui est donc architecte de la ville, et qui fait un rapport de plusieurs pages sur donc, le retranchement de la rue de Beauvais à ce projet, et qui explique que, en fait, malgré tout, il y aura assez de place pour les deux écoles. C'est tout à fait possible. Notez que là, on ne parle plus pour l'instant de salle des fêtes. Et là, j'ai trouvé ça, mais je ne sais pas du tout, je n'arrive pas à lire la signature, mais voilà, c'est un croquis d'une commission, vraisemblablement, où, vous voyez, l'école est décalée avec une entrée toujours rue Frédéric Petit, cette forme de U qu'elle a aujourd'hui, mais vraiment compris dans un espace trop restreint. Et d'ailleurs, on nous dit donc cette proposition n'est pas à adopter, la cour est trop étroite et trop profonde, manque d'éclairage de l'école des Beaux-Arts. Donc, ce qui va se passer, c'est que voilà, notre tutoie va faire encore un autre projet. Donc le 4e. Alors ça ressemble déjà beaucoup stylistiquement à notre bâtiment, mais c'est complètement différent. Ce projet de mai 1926, où, comme vous pouvez le voir, l'entrée donc se fait dorénavant rue des Prés, hein, comme aujourd'hui. C'est le schéma qui est l'élévation qui est en bas. Donc une entrée sur un portique avec au centre un petit édifice qui en fait aurait été la loge du gardien. Sur la droite, l'école de musique qui, comme vous pouvez le voir, n'a que un étage, et de l'autre côté, l'école des Beaux-Arts qui a 2 étages. Ça va vraiment être le gros problème, ça va choquer tout le monde. Il y a un problème d'équilibre, il manque un étage d'un côté où il y en a un trop, mais du coup il y a pareil, une multitude d'échanges autour de ce problème-là. Et puis surtout, en fait, en façade rue Frédéric Petit, vous voyez qu'il n'y a pas d'entrée. Là aujourd'hui vous êtes rentré par la rue Frédéric Petit, mais là il n'y en a pas. En même temps, c'est logique, pour l'instant pas de salle des fêtes. Voilà. Et puis cette horloge là, qui vient couronner donc le haut de la partie de l'école des Beaux-Arts, pareil, qui a été énormément critiqué. Donc ce projet-là, en fait, va pousser l'architecte de la ville, Narcisse Vivien, à proposer son propre projet. Voilà, puisque bon, Dutoit, il a fait quelque chose, mais bon. Alors là, c'est extrêmement académique, extrêmement classique. On part sur, on se croirait vraiment presque au 19e. Voilà, donc l'entrée est toujours rue des Prés, et on a cette forme vraiment qui apparaît, là, que ce soit en élévation ou en plan, de ce U. Alors, il place l'école des Beaux-Arts, donc côté angle Frédéric Petit des Prés, et de l'autre côté l'école de musique, avec en fond, en fait, une salle de fête qui commence à réintroduire cet élément-là. Et au-dessus, les 3 grandes salles qui existaient par la suite, qui existeront par la suite. Bon, il pousse même le vice à aller critiquer le projet de Dutoit, hein, en comparant. Voilà, vous avez le plan de Dutoit que l'on voit avec ce petit édicule au milieu, et puis les 2 écoles, et puis le sien. Voilà. Évidemment,
il ne manque pas de rappeler qu'il n'y a pas d'étage, hein, il n'y a pas de deuxième étage à l'école, et bon, voilà, à l'école de musique, pardon. Et donc, eh ben, lui, Dutoit retravaille encore un nouveau projet. Là, on est en mars-avril 1927, et là, c'est notre école. On ira tout à l'heure dans la cour pour regarder cette belle façade. Voilà, c'est enfin l'Académie des Beaux-Arts, donc qui regroupe les deux établissements. Voilà, et rue Frédéric Petit. Tout à l'heure, vous êtes entré là, voilà, sauf que je ne sais pas, ça n'est plus tout à fait la même. L'entrée est plus tout à fait la même aujourd'hui, mais voilà, avec cette entrée de la salle des fêtes. Donc, les plans sont... voilà, les délibérations des 27 juillet et 31 août 1927 acceptent ce projet. Donc, monsieur le maire, voilà, déclare: j'ai l'honneur de vous soumettre l'approbation du projet établi par l'architecte Dutoit pour la reconstruction de l'Académie des Beaux-Arts sur les terrains expropriés, etc. Le plan prévoit les locaux d'une salle des fêtes, de l'école régionale des Beaux-Arts et du conservatoire de musique et de déclamation. Les travaux vont commencer le 25 janvier 1928 et la dépense donc est évaluée à 3 532 000 francs. Donc on est un tout petit peu plus que les... Parce qu'en fait, chaque école avait... Les dommages de guerre pour chaque école, donc et Beaux-Arts et musique, avaient été évalués à 1 200 000. Donc voilà, l'enveloppe, elle était de 2 400 000. Voilà. Il fallait rester à peu près. Donc là, après, je vous passe toutes les délibérations où on va racheter les dommages de guerre complémentaires, bien évidemment, pour pouvoir construire cet édifice. Donc Dutoit qui, voilà, sur le plan, là je vous ai mis le descriptif général qui est très très précis, qui est fait pour les entreprises et qui bien évidemment donne les différents lots de construction, mais qui est très intéressant parce qu'il détaille bien en fait la disposition. Voilà. Alors ce qui est original, c'est que donc les trois entités sont complètement indépendantes à l'époque. Si vous allez aux Beaux-Arts, vous n'allez pas au conservatoire, vous n'allez pas à la salle des fêtes, c'est complètement hermétique. Et du coup, dans la cour, l'entrée, donc toute la partie musique se trouve de ce côté-ci, l'aile sud aujourd'hui de notre bâtiment. La partie Beaux-Arts se trouve donc au nord, et elle est coupée, cette partie Beaux-Arts, par l'entrée que vous avez prise tout à l'heure, par le vestibule de la salle des fêtes. Et la bibliothèque des Beaux-Arts se trouvait tout au bout. Alors, puisque le bâtiment a vécu quand même comme ça jusque dans les années 90, j'en parlais tout à l'heure, en fait, on m'a raconté qu'il y avait une grille, voilà, et que des Beaux-Arts, il y avait une grille, on n'allait pas, voilà, pour aller à la bibliothèque. En fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça, il fallait faire le tour pour pouvoir aller à la bibliothèque. Bibliothèque qui d'ailleurs a déménagé à maintes reprises, que ce soit celle des Beaux-Arts comme celle du conservatoire de musique. Ça, je suis bien placée pour vous en parler. Mais voilà, une bibliothèque qui existe toujours, hein, donc nos deux écoles qui sont des mines de ressources. Voilà, le plan, je vous en ai parlé. Et puis, voilà, au niveau, pareil, du projet descriptif du Dutoit, ben, on a vraiment tout ce qui est réalisé aujourd'hui. Hein, voilà, c'est un cliché moderne pour l'entrée du conservatoire de musique, mais vous savez, les portiques à l'entrée de la cour, où il est marqué conservatoire de musique, école des beaux-arts de l'autre côté. Voilà, il y a eu tout un reportage photo entre 1968 et 1970, et donc on a vraiment toute une multitude de photos. Et si on s'amuse à les mettre en rapport avec ce dossier, ce descriptif, on a vraiment ce que Dutoit voulait, quoi. Ça, c'est assez chouette. D'ailleurs, tous les calques des lettres sont conservés, je les ai vus, merci Mélanie, qui est Mélanie Ricot des archives municipales qui est présente aujourd'hui. J'ai vu les calques, donc voilà, grandeur nature de ces lettres qui sont conservées aux archives municipales. Et puis bah, là, je pense que Véronique pourra en parler mieux que moi, mais il y a des petits pavés de verre aussi, voilà, qui sont comme une nouvelle galerie.
Alors, du côté, donc, voilà, l'entrée en bas à droite, c'est l'entrée que vous avez pris tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est l'auditorium Henri Dutilleux depuis 1993. Mais donc, à sa construction, c'est une salle des fêtes. Salle des fêtes complètement indépendante, comme je vous l'ai dit, qui est d'ailleurs gérée par un service municipal qui n'est au début ni le conservatoire ni l'école régionale des beaux-arts. Et puis c'est le conservatoire qui va finalement, direction du conservatoire qui va finalement prendre la gestion de cette salle des fêtes à l'époque, parce qu'elle sert beaucoup pour les concerts forcément des élèves. Et en fait, je vais rebondir sur ce que disait Rémi tout à l'heure, cette salle des fêtes, elle va être transformée en cinéma entre 1946 et 1971, et c'est notre ami Élie Dupresquet qui est directeur du Picardie, mais aussi donc de la société Picardie, qui va installer le cinéma dans cet espace. Voilà. Alors c'est amusant d'en parler parce qu'en fait, alors les photos, je pense que j'ai mis ça tout de suite après, voilà. Donc là c'est des photos de 67. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que la salle elle a quand même été fortement modifiée. Il n'y a plus aucune décoration dont je vais vous parler tout de suite après, qui est la décoration voulue par Dutoit. Par contre, on voit toujours le système les poutres, on voit toujours aussi les petites corniches voilà, qui retenaient donc, ces poutres. Et puis par contre, on voit aussi surtout que la salle était beaucoup plus grande. Jusqu'à sa création, cette salle des fêtes, elle était prévue. Il y avait alors 700 fauteuils et 140 strapontins. Donc elle était beaucoup plus importante. Et au moment de l'installation du cinéma, en fait, ils vont créer la tribune qui est dans le fond, avec donc les deux poteaux qui sont vraiment là dans le fond de l'image. Deux poteaux que vous allez retrouver tout à l'heure, là vous avez pris le café, dans le foyer, parce que là aujourd'hui forcément, vu que la pente et l'ensemble a été modifié, aujourd'hui c'est 379 places dans l'auditorium, donc contre le chiffre n'est pas, le confort n'était certainement pas le même non plus. Voilà, donc en fait vous regarderez quand vous allez dans le foyer tout à l'heure, vous verrez deux poteaux, c'est les deux poteaux qui sont là sur le fond de l'image. Et donc cette partie de béton, elle a été construite et transformée par la suite en 1993 par les architectes Evelyne Fiderman et Jean-Luc Godard pour créer cet auditorium. Voilà. Je me suis fort éloignée de mes notes, mais bon, parce que je voulais vous parler... D'accord, ok. Je voulais vous parler justement de cette décoration de la salle des fêtes, parce qu'on peut lire dans les projets de Dutoit, en fait, la décoration du départ, elle n'a pas été prévue. Dans le premier projet celui voté en 1927, il n'y a pas du tout d'argent pour la décoration. Mais par contre, du coup, en avril 1930, Dutoit fait voter un projet de décoration de la salle des fêtes pour une dépense de 102 460 francs, s'appliquant aux parties hautes, alors du plafond jusqu'au soubassement, parce qu'en fait, derrière moi, vous voyez que la mosaïque, il y a un soubassement, mais en fait, a priori, c'était donc tout le tour comme ça. Voilà, il y avait ce soubassement, alors comportant donc des plâtres, des consoles, des ornements en staff, des peintures pochées gros grains avec décoration donc, au pochoir sur les trois faces des poutres. Donc, vous imaginez qu'il y avait vraisemblablement toute une décoration au niveau des poutres. La fameuse décoration en mosaïque, ciment coloré, voilà, qui se trouve derrière moi. Et donc en 1930, là cette fois-ci donc en novembre, on ajoute également les vitraux. Vitraux que vous ne voyez pas de l'intérieur, que vous verrez de l'extérieur tout à l'heure parce qu'ils sont conservés. Deux grands vitraux qui sont dans les baies de la cour. Et petit supplément, on va dire, et petit clin d'œil à son frère, Louis Dutoit en fait fait installer cette frise
frise des arts décoratifs qui était réalisée pour l'exposition internationale de Milan en 1906. Donc Adrien Dutoit, il est décédé en 1917, hein. Mais a priori sa femme a légué à Amiens et vraisemblablement à l'école, en tout cas c'est ce qu'on trouve dans les dossiers des archives départementales cette fois-ci, puisque lorsque une partie du fonds récent, le fonds du toit, a été légué, je crois il y a 2-3 ans, on regarde Aurélien du coin de l'œil, mais tu sais... Oui, ouais, voilà. Il y avait toute cette série de photographies de cette fresque de Milan. Et alors, moi j'ai longtemps eu un doute parce que où était-elle? Alors, a priori, en tout cas, ce qu'on lit dans le journal d'Amiens, dans un article qui a été réalisé en novembre 1930, le journaliste Gaston Chantrieux nous dit le haut des murs, côté entrée. Et d'ailleurs j'ai lu donc face au fond de scène, donc vraisemblablement donc là, comprend 23 personnages en plate peinture représentant les arts, les sciences, avec au centre la pensée. Et en fait ça correspond vraiment donc à cette fresque en plusieurs morceaux de 23 personnages présentés à Milan en 1906. Voilà. Donc elle a vraisemblablement disparu. Et puis, oui, c'est ça. Et puis pour vérifier, je me suis quand même assurée dans les délibérations du conseil municipal. Et en novembre 1930, on trouve en fait frise décorative, transport, pose et remise en état de panneaux. Donc pour 5230 francs. Donc, manifestement, ça correspond quand même à cette fresque-là. Alors pour terminer donc avec l'art déco à l'Académie des Beaux-Arts, donc vous voyez Louis Dutoit avait quand même prévu une décoration importante, aujourd'hui disparue, toujours présente en façade, on va le voir tout à l'heure, parce que la décoration elle est vraiment conçue pour, je crois que j'ai mis quelques, voilà, elle est vraiment conçue pour, avec ces frises de mosaïque, souligner de manière vraiment géométrique l'architecture, il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment, voilà, c'est logique, géométrisation, épuration extrême, et avec des masques grimaçants, qui pareil, vous voyez, il ne dépasse pas du tout le nez du masque ne dépasse pas du support, et avec beaucoup de fleurs et de lyres, voilà, pour certainement la musique. Bon, à noter bien évidemment les deux grands bas-reliefs dessinés par Anne-Marie Roux, mais peut-être pas sculptés par elle, puisqu'avec Aurélien on a retrouvé la présence de Marceau d'Arras sur le... Voilà. Je vous en reparlerai tout à l'heure de Marceau d'Arras. Et donc en tout cas ces deux grands bas-reliefs qui exposent voilà, ce qui se passe dans cet établissement. D'un côté, sculpture, dessin et peinture. De l'autre côté, musique et art dramatique et comédie. Voilà. Pour le côté conservatoire et beaux-arts. Et puis ben voilà, pour terminer, et bon, le cadeau, il est dans mon dos. Voilà, ça fait un très grand plaisir vraiment pour moi de dévoiler de vous montrer cette fresque aujourd'hui. Savoir que quand j'ai commencé donc, mes recherches il y a, en 2021, l'exposition que vous avez peut-être remarqué dans le foyer, en fait c'est une exposition que j'ai réalisée dans le cadre des 90 ans et des 80 ans du bâtiment et des 140 ans de notre école. Et en fait en cherchant, je me dis quand même cette mosaïque c'est pas possible. Et puis il fallait juste écarter le lourd rideau de velours qui était dans le fond. D'ailleurs, certains sont venus me voir et ont assisté à cette démonstration de force pour écarter les rideaux. Et puis voilà, avec la complicité, enfin l'accord de notre directeur Guylain Leroy et la complicité des équipes, Jean-Marc et Eric, notamment nos régisseurs, on a pu décrocher, donc, pour ce week-end, le rideau de fond de scène. Alors profitez-en parce qu'on le raccroche dès lundi matin. Il faut pas oublier qu'on est dans un auditorium, que voilà, c'est un lieu pour la musique, hein, et que malgré les abassons qu'on a décalés, on a fait un petit essai, on a eu un petit concert de percussion la semaine dernière, parce qu'on
accroché il y a 8 jours. Bon, c'était pas terrible au niveau acoustique. Voilà. Et donc, Jean Gaudin, alors bon, Jean-Charles ou Aurélien pourraient vous en parler bien mieux que moi, parce que je ne connais pas très bien finalement cet artiste. En tout cas, cette mosaïque, moi je l'ai découverte aussi en totalité il y a donc une dizaine de jours. Voilà, Jean Gaudin est donc l'auteur ici de cette frise de soleil rayonnant ou soleil levant aussi, comme on peut le lire, et des vitraux donc, qui reprennent le même motif du soleil avec les rayons en zigzag, pareil très propre à l'art déco aussi, et au niveau des couleurs bien évidemment, voilà, aussi des couleurs très marquées, peut-être une petite piste autour de l'art africain avec le noir, le blanc et l'or comme ça, voilà, qui sont ici. Voilà. Merci beaucoup pour cette très riche conférence. Alors, deux toutes petites remarques avant de laisser la parole à la salle. La première, c'est quand même, hier et aujourd'hui on s'est interrogé sur la succession des styles, les genèses de l'art déco, d'où vient-il, quelles sont ses influences. Là, quand même, avec le cas de Louis Dutoit, c'est très intéressant. À proprement parler, un jeune homme, quand il entreprend cet édifice-là, il est quand même... il a une carrière qui s'étend de Brebière première version à ici, pour ainsi dire, en passant par Bouquetevalier. Donc lui, il a une capacité d'adaptation qui est quand même assez fascinante quand on réfléchit à ce que ça représente pour la vie, sa carrière d'architecte. Deuxième petite chose, j'ignorais totalement cette histoire de remploi de la frise d'Adrien Dutoit, mais c'est quand même assez émouvant et intéressant à mettre en perspective en imaginant qu'au même moment, pour ainsi dire, il travaille sur Brebière, donc il rebâtit l'œuvre de son père, il remploie l'œuvre de son frère. Quand même assez étonnant, assez émouvant. Dernière petite remarque, et je suis toujours assez songeur en pensant que dans les années 90, on a quand même largement un retour, du moins pour la mode, pour la décoration, précisément à l'art déco et l'esthétique années 30, on a réaménagé, saccagé des bâtiments des années 30. C'est toujours assez mystérieux à envisager et à constater. Sur ces considérations, je laisse donc la parole à la salle s'il y a des questions. Oui, ta dernière remarque me fait penser à ce qui s'est passé au Grand Garage de Picardie, c'est-à-dire que jusqu'aux années 90, il y a plusieurs recenseurs des monuments historiques en activité ou en horaire qui ne pourront peut-être pas dire ce que je vais dire. Eh bien, ce patrimoine du XXe siècle a été sous-protégé littéralement au titre des monuments historiques, inscription au classement. Premières églises, c'est peut-être Ploumel dans notre département, au début des années 90. Et ici, il n'y a pas de protection, à ma connaissance, pas encore. Ça pourra peut-être venir, mais une protection avait été commencée pour les grands garages de Picardie, Corroyer. Et puis, disons les choses honnêtement, le maire d'Amiens de l'époque, Gilles de Revien, a fait raser le bâtiment, pas nuitamment, mais un week-end, alors que le dossier était en cours d'instruction. Que les choses ont été réduites à néant par là même, puisque vous pouvez toujours le protéger, il était par terre, donc ça ne servait plus à rien. Et aujourd'hui, il y a encore un gros effort, je crois, à mener dans ce sens-là. Et je sais que dernièrement, on en parlera cet après-midi, les églises qui abritent les céramiques de Maurice Dôme ont fait l'objet d'une protection. Je ne pense pas que l'arrêté soit signé encore, mais en tout cas, voilà, le travail est en cours. Nous sommes en 2025, ces monuments ont 100 ans. Donc, il faut toujours un bon délai pour qu'on prenne conscience. Mais le monde politique est encore un petit peu en retard. La preuve, c'est ce que disait hier Pierre Savreux dans son introduction, la sucrerie d'Eppeville, qui a été sauvée par un classement d'office, procédure administrative qui est quand même assez rarement mise en œuvre par les services de l'État, il faut le préciser.
Oui, je confirme, Aurélien, il n'y a aucun, c'est ni inscrit, ni classé. J'avais vérifié quand j'ai commencé mes recherches parce que c'est une erreur qui est déjà écrite. Hein. On a un beau bâtiment, bah, il est forcément classé. Voilà. Et donc, non, il faut vérifier, il n'y a aucune mesure de protection actuellement. Et alors pour la fresque, ben, en fait, c'est la grande, la mosaïque qui est derrière moi, c'est la grande oubliée, parce que donc, du coup, voilà, elle était complètement cachée. Pour vous dire, il y a des professeurs qui sont ici depuis plus de 20 ans, qui n'avaient jamais vu, et qui ne soupçonnaient même pas. Quand on a enlevé lundi dernier les rideaux, il a fallu que je fasse un petit mail en urgence, parce que tout le monde s'inquiétait, parce que c'était ce truc-là. Ils ont peint le fond, ils ont fait quelque chose, c'est pas normal. Et puis alors, surtout, on s'inquiétait de savoir si on allait remettre les rideaux. Hein. Voilà. Merci pour ton intervention. Moi j'avais une petite question. Aurélien on a posé une partie par rapport à la protection. C'est vraiment étonnant que ce ne soit pas mis en œuvre pour ce bâtiment. Et puis par ailleurs, comment peut-on expliquer le fait qu'on ait mis des fenêtres en aluminium épouvantables sur la façade où il y a 3 cailloux, uniquement sur cette façade-là, je crois. Et est-ce qu'on peut éventuellement, on peut toujours évidemment, mais revenir en arrière et soumettre peut-être l'idée avec un classement, une protection, de remettre des menuiseries qui sont plus proches de celles de l'origine, parce que là c'est vraiment épouvantable. Michel veut dire quelque chose. Alors au niveau des protections, on en parlera peut-être cet après-midi en voyant les églises Maurice d'Aube. Donc là c'est en cours de signature. Et puis donc, bien sûr, pour qu'une demande de protection puisse avoir lieu, il faudrait une demande pour le conservatoire aussi. Je dirais aussi que pour Louis Dutoit, nous sommes en cours également pour l'inscription de l'église de Fresnes-Mazencourt. L'arrêté est également à la signature du préfet. Donc voilà, donc ça avance en espérant qu'on puisse avoir de plus de commissions régionales du patrimoine et de l'architecture pour protéger ces édifices. Un mot sur une question par rapport à Gaudin. Est-ce que le dossier, est-ce qu'il y a un dossier conservé à Roubaix dans le fonds Gaudin? Un dossier? Non? Je ne sais pas. Je ne me suis pas du tout encore rapprochée. On en avait parlé. Est-ce qu'on pourra te répondre parce qu'on a fait un inventaire complet des dossiers conservés qui sont malheureusement, enfin c'est un fonds qui est lacunaire, malheureusement. Mais lorsque le dossier est conservé, comme l'a très bien montré Aurélien hier, c'est d'une richesse, ça peut être une richesse fantastique. Voilà, on a trouvé avec Aurélien aux archives départementales les deux factures en fait, hein. Donc 40 000 francs pour la mosaïque. Alors était-elle plus grande à l'époque? Je pense qu'il y avait au moins les retours, hein, parce que dans les descriptions, notamment dans le fameux article du journal d'Amiens, il parle du fond et voilà, des côtés. Et puis 15 500 francs pour les vitraux, pour les 2 vitraux. Voilà. Mais c'est la seule indication que j'ai vraiment en fait. Et deuxième point, il faut souligner, ça a déjà été dit, mais l'importance aussi du travail d'équipe, œuvre d'art totale, on ne va pas utiliser ce terme-là forcément, mais entre architectes et équipe d'artistes, on l'a vu déjà bien hier, aujourd'hui, bon. Mais entre Dutoit, Léansart et Gaudin, c'est une histoire d'amitié également. Ils sont très proches, ils se voient très régulièrement. Donc c'est tout à fait logique de retrouver Gaudin sur un chantier Dutoit. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Oui. Oui, j'étais juste étonné par la disparition de la frise de l'exposition de Milan de 1906, qui est en fait une exposition qui n'est pas très très connue. La participation française a été l'objet de différents commentaires, de rapports qui ont été publiés. Je m'étais intéressé pour autre chose. Et alors je ne sais pas du coup si on trouve effectivement peut-être
des vues de l'exposition déjà qui nous montrerait cette frise, en dehors de la reproduction que vous avez montrée, et je m'interroge complètement sur la disparition. Voilà. Ben, moi j'ai 3 ou 4 reproductions, et en fait aux archives départementales il y a quasiment tous les personnages dessinés vraiment de manière complètement unique, enfin détaillée. Après j'avais regardé un petit peu, je sais qu'il existait un catalogue donc, de cette exposition, et donc on retrouve la présence d'Adrien Dutoit, mais j'ai pas trouvé plus que ça. Puis c'est vrai que l'objet ayant complètement disparu. Et autre chose qui m'interpelle, c'est que sur un des documents conservés aux archives de la Somme, il est écrit, je vais vous dire exactement ce qui est écrit, pas dire de bêtises, c'est assez surprenant parce qu'en fait il est écrit réemploi à Roubaix de la frise de Milan qui est à Amiens, salle de musique de l'école des Beaux-Arts. Alors je sais qu'à Roubaix on trouve toute une série à l'hôtel de ville, oui, d'Adrien Dutoit. Mais en même temps, ce document... Au musée, oui, c'est ce qu'à la piscine, il y a au fond de la salle principale, il y a une fresque qui est en 3 parties, si j'ai bonne mémoire, qui ne sont pas continues. Elles sont, visiblement, ce sont des morceaux disparates. Et c'est bien Adrien Dutoit, il est bien identifié. Par contre, dans mon souvenir, alors j'ai absolument pas de mémoire, dans mon souvenir on ne mentionne pas Amiens, mais le dessin en est extrêmement proche, en particulier le schéma de la pensée au milieu, qui est qualifié de figure de la philosophie. Bon, enfin c'est pareil. Eh bien, à creuser, en tout cas c'est très intéressant. Je vous propose qu'on enchaîne avec l'ultime proposition de la matinée, à savoir la visite du lieu qui nous accueille avant de passer au déjeuner. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se déroule, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 groupes, c'est ça? Non? Oui, non? On fait un groupe unique? On en fait 2? Je ne sais pas. Un seul? Oui. En fait, moi je voulais vous inviter à venir sur la scène pour pouvoir voir cette mosaïque de plus près. Parce que normalement c'est le clou de ma visite, mais là on va le faire à l'envers puisqu'on est là. Venir voir cette mosaïque de près. Après on ira dans le foyer, où je vous expliquerai un petit peu plus l'historique des lieux, et puis après on ira dans la cour pour terminer avec cette magnifique façade. Si en effet on est trop nombreux, Aurélien connaît très bien les lieux et peut venir en complément de ce que je dis.